tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. On commence avec lundi matin en réaction aux différentes mobilisations qui agitent le pays depuis plusieurs semaines. La députée La République En Marche de la Somme et ancienne ministre Barbara Pompili a estimé que le gouvernement n'avait pas suffisamment communiqué autour des mesures d'accompagnement censées atténuer la hausse des taxes sur les hydrocarbures. On l'écoute. Il faut clairement comprendre qu'il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent et il y a des personnes aujourd'hui qui ont le sentiment qu'on ne va nulle part. Enfin, que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui sont des politiques qui ne vont pas améliorer leur vie ou celle de leurs enfants dans l'avenir. Donc ça, ce sentiment, à mon sens, est faux, mais il prouve qu'il y a un énorme travail à faire pour que tous ces gens qui se sentent mal soient associés et puissent mieux vivre cette période qui est une période de changement. Ce sentiment, vous dites qu'il est faux, mais comment vous expliquez alors qu'il soit aussi prégnant chez les Français? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de pédagogie, d'explication? Est-ce que cette séquence des Gilets jaunes a été mal gérée par le gouvernement? Alors, on dit toujours pédagogie, mais il faut faire attention parce que ça donnerait le sentiment que les personnes ne comprennent pas. Non, je pense qu'il y a peut-être un problème d'information. Il y a un problème... Elles ne comprennent pas, mais peut-être que vous expliquez mal. C'est certain. Enfin, quand je vois que ce qui est demandé par des gilets jaunes, notamment par rapport à la possibilité de mobilité, après il y a autre chose sur les taxes, mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille depuis 2017 avec les assises de la mobilité, avec une loi qui, je l'espère, va répondre à beaucoup de questions qui sont posées, notamment sur les personnes qui vivent loin de leur travail et qui sont souvent en campagne. Donc qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Quasiment tout est dans la loi mobilité. Or, cette loi, elle arrive peut-être un peu tard et voilà un des problèmes. Mais je pense aussi... Trop tard. Elle est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle est prête depuis longtemps. Je trouve dommage qu'on ne l'ait pas mise avant parce que ça aurait peut-être permis de mieux comprendre le séquençage. Alors Emmanuel Macron s'exprimera demain sur les mesures, les réponses qu'il apporte à cette colère des Gilets jaunes. Est-ce que là aussi ce discours, il n'arrive pas un peu tard? Écoutez, on peut dire qu'il arrive tard, mais on peut dire aussi que s'il ne venait pas, ce serait pas normal. Donc moi, je trouve ça bien qu'il prenne du temps pour expliquer ce qu'il veut faire, et puis surtout pour tendre la main à toutes ces populations qui se sentent abandonnées. Or, pas du tout. Enfin, on ne veut pas les abandonner et donc il faut renouer ce dialogue. Et je suis contente de voir d'ailleurs qu'il va y avoir un haut comité pour le climat qui va être créé et qui va justement réunir tous ces corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc, vous pensez que c'est la bonne réponse, c'est la réponse adaptée à la colère? En tout cas, ça permet de renouer un dialogue avec tous ceux qui sont sur les territoires et ça, c'est important. Pour revenir sur les syndicats sociaux, finalement, est-ce que Nicolas Hulot n'avait pas raison jeudi quand il dit qu'il manque un accompagnement social à tout ça? L'accompagnement, il aurait dû être plus marqué et plus annoncé parce qu'on voit aujourd'hui que ce qui est prévu a priori comme accompagnement, alors il y en a que les gens considèrent comme pas suffisant, c'est-à-dire la prime à la conversion, etc. Mais enfin, quand je vois comme ça marche quand même la prime à la conversion, on voit que beaucoup de gens ont changé leur voiture grâce à la prime à la conversion. Je pense que c'est pareil, faut pas tout rejeter en bloc. La prime à la conversion, c'est bien. Le chèque énergie, nous, ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faut l'augmenter. Donc le fait qu'il soit augmenté, c'est bien parce que ça touche les personnes les plus en difficulté. Après, on voit qu'il y a un sujet domicile-travail. Le sujet domicile-travail, ça, à mon avis, ça doit donner lieu à des réflexions un peu plus précises, notamment sur le remboursement de 50% des frais, par exemple. Je crois que ce serait une bonne chose. Sur les mesures concrètes, votre collègue Brigitte Bourguignon, qui préside la commission des affaires sociales, qui est dans votre majorité, dit qu'il faut un moratoire sur la hausse des prix du carburant. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la seule solution pour calmer les Gilets jaunes? Je crois que c'est une fausse bonne idée, tout simplement parce que ça donne le sentiment qu'on maîtrise les prix du pétrole. Or, ce n'est pas le cas. On va parler du nucléaire maintenant. Oui, puisqu'Emmanuel Macron annoncera demain aussi la programmation énergétique pour les 10 années à venir. Il ne devrait annoncer aucune fermeture de réacteurs avant la fin du quinquennat, à part ceux de Fessenheim. Est-ce que l'écologiste que vous êtes le regrette? Je pense que si on veut arriver aux objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés, c'est-à-dire 50% de nucléaire d'ici 2025 ou 2035, je suis prête à accepter 2035, il faut le faire progressivement et donc fermer des réacteurs avant la fin de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire d'ici 10 ans. Il faut en fermer, moi je dis qu'il faut en fermer 6 plus Fessenheim, ça permettrait d'avoir une trajectoire logique. Et pourquoi je dis ça? Parce que, ça permet de développer les énergies renouvelables. Si on laisse trop de nucléaire, c'est difficile de laisser leur part aux énergies renouvelables. Or, on sait qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant sur ces énergies. Tous les pays du monde s'y mettent.
Comme d'habitude, on est un peu en retard. On est qu'à 16%. Faut pas qu'on loupe le coche. Excusez-moi de dire ça, c'est très important parce que ce sont les industries d'avenir qui vont irriguer nos territoires, y compris les territoires ruraux, et qui permettront de recréer de l'emploi, de l'activité et de nous mettre tout simplement dans la course. EDF veut construire des EPR. Alors, que leur répondez-vous? Très vite. Je leur réponds qu'ils réussissent déjà à faire fonctionner celui de Flamanville et après on verra. Mardi, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui était notre invité. Il a vivement réagi à la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants par le Sénat, qu'il a accusé d'être dans une posture politique. Le problème du Sénat, qui est dans une position politique, une posture politique, c'est de se dire les gens se plaignent sur les taxes, on va supprimer les taxes. Je ne sais pas, moi, ce que le président de la République va annoncer tout à l'heure. C'est une posture politique pour vous? Oui, parce qu'a fait le Sénat hier? Parce que le problème, ce n'est pas de supprimer les taxes, c'est de faire en sorte que demain on vive mieux sur cette planète. Alors si on dit les taxes, on va les amoindrir, on va attendre de façon transitoire, oui. Si on dit on arrête tout ce qui a été mis sur la transition énergétique pour lutter contre les dérives climatiques, non, parce que ça voudrait dire qu'on ne s'occupe pas de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Des mesures doivent être prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire les particules. Enfin, il y a des enfants qui peuvent mourir, des enfants qui ne peuvent plus respirer à cause de ces émissions, et on dirait qu'il faut tout arrêter. Non. Donc ce matin, le président de la République va installer le Haut Conseil pour le climat, une instance faite de spécialistes pour parler de cela. Mais parallèlement, nous avons des mesures à prendre pour cette transition climatique. Mais elles ne peuvent pas se faire uniquement au niveau intellectuel. Il faut tenir compte de la souffrance des Françaises et des Français qui peuvent être choqués quand on dit qu'il y a des taxes qui vont être mises pour le diesel, pour l'essence. Il faut entendre la souffrance des Françaises et des Français en zone rurale qui se sentent délaissés, qui se disent mais c'est toujours pour les autres, c'est pour les métropoles, c'est pour les villes, mais nous en zone rurale, nous n'avons rien. Parce que les services publics sont partis. Est-ce que le gouvernement l'entend suffisamment et surtout est-ce qu'il y répond à cette souffrance des Français? Le gouvernement l'entend et moi je l'entends parce que je vis en zone rurale et je sais ce qui s'est passé depuis 10 ans avec les perceptions qui ont fermé, les postes qui ont fermé, les tribunaux qui ont fermé, les gendarmeries et je pourrais en passer, il y en a des dizaines et petit à petit. Eh bien, en zone rurale, les gens se sont dit, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Didier Guillaume, on a vu la colère, évidemment, des Gilets jaunes avec tous ces mouvements. Il y a aussi la colère du monde agricole. Il faut répondre à cette colère. Et moi, je comprends la colère des paysans qui disent, je vends mes produits, mais moins cher que ce que je les produis, c'est pas normal. Je comprends la colère des paysans qui disent, on a eu une sécheresse, puis on n'en peut plus. Je comprends la colère des paysans qui disent, on attend des aides de la PAC, mais elles ne sont toujours pas arrivées. Je le comprends tout cela. Mais alors, moi, vous comprenez, mais là aussi, comment vous allez répondre à cette colère des agriculteurs? Je vais vous le dire. J'y réponds. Nous allons prendre une ordonnance qui est dans la continuité de la loi suite aux États généraux pour inverser la construction des prix, pour que la valeur ajoutée soit mieux répartie. Nous allons revenir sur le seuil de revente à perte. Enfin, il n'est pas possible que dans les grandes surfaces, on vende des produits moins chers que ce que ça coûte. Donc ça, c'est une chose. Sur la sécheresse, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table et je réponds à la détresse de la sécheresse. Et il y a des aides qui ont été annoncées et nous allons continuer à aller plus loin. Il pourra y en avoir de plus en plus de sécheresse. Mais oui, mais la sécheresse, il y en aura de plus en plus. On le voit bien, nous parlions tout à l'heure du climat, mais on voit bien ce qui se passe avec le désordre climatique. Quasiment en même temps, on a eu l'Aude avec ce drame atroce et ces inondations et des morts. Et parallèlement, on a une sécheresse terrible dans le nord de la France et dans le centre de la France et ailleurs, où il n'y a plus rien qui pousse, où les animaux sont en train de dépérir. Donc c'est ça. Et moi, Cyril Viguier, je réponds à cette souffrance-là avec des mesures concrètes. Allez, on parle du Brexit maintenant. Oui, un Brexit, puisque la question de la pêche n'est pas réglée dans l'accord qui a été signé. Elle a été renvoyée à la période de transition. Est-ce que c'est une bombe à retardement? Non, la question de la pêche est quasiment réglée, si je peux me permettre. Si on va voir comment les choses se passent, on va voir si Theresa May peut faire voter à son Parlement le Brexit. La France a toujours dit, le président de la République l'a dit à nouveau, que la pêche ne serait pas la variable d'ajustement du Brexit, qu'il était hors de question de considérer qu'on traitait tout le reste et que la pêche était annexe. De quoi s'agit-il? Il faut simplement que les pêcheurs français, comme les pêcheurs espagnols, puissent continuer à aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Est-ce que la Grande-Bretagne ne peut pas dire je ferme mes eaux territoriales, je vends mon poisson sous les règles de l'OMC, même si les tarifs douaniers sont plus élevés? La Grande-Bretagne importe plus de poissons qu'elle n'en vend, contrairement aux Français. C'est une réalité. Donc la Grande-Bretagne ne peut pas attaquer sur tous les fronts et ne peut pas faire la guerre à tout le monde. Donc la Grande-Bretagne. Pas d'inquiétude pour les pêcheurs français. Aujourd'hui, non. Vous avez pris la décision de fermer un abattoir dans l'Indre. Est-ce que depuis il y a eu d'autres cas de maltraitance et d'autres cas de fermeture?
Non, ma main n'a pas tremblé, je l'ai dit très clairement. S'il y a de la maltraitance animale dans les abattoirs, si elle est avérée, je fermerai les abattoirs. Delphine Batho, la députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie, était notre invitée mercredi sur ce plateau. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur la transition énergétique, elle a vivement réagi à la politique de l'exécutif, considérant qu'elle marquait la défaite de l'écologie. C'est la défaite et des Gilets jaunes et de l'écologie. C'est-à-dire que je pense qu'hier, en fait, Emmanuel Macron a dévoilé sa vraie position politique sur les enjeux écologiques, celle qui explique le départ de Nicolas Hulot. Derrière la mélodie, avec les phrases habituelles sur l'engagement pour le climat, la sortie des énergies fossiles, en fait, les décisions qui ont été annoncées hier, donc l'absence totale de soutien aux économies d'énergie qui sont bonnes pour le pouvoir d'achat et bonnes pour l'écologie, le recul, cette histoire de taxes flottantes là, sur les carburants, et puis sur le nucléaire, effectivement, la façon de renvoyer la patate chaude au gouvernement futur. Bon, mais où en sera en fait le monde en 2030 ? Quand le groupe d'experts internationaux sur le climat dit qu'il reste 12 ans, c'est-à-dire il reste jusqu'à 2030 pour avoir une action efficace pour limiter le réchauffement climatique. J'entends ce que vous dites, mais en même temps, Emmanuel Macron a annoncé hier un effort assez considérable sur l'énergie renouvelable. Est-ce que c'est pas suffisant à votre avis ? Vous n'applaudissez pas ça ? C'est contradictoire puisque l'autre annonce d'hier, c'est qu'en 2021, on va éventuellement décider de la relance d'un programme nucléaire en France. Quelle est la priorité absolue ? Depuis des années, on le sait, c'est celle des économies d'énergie. C'est l'isolation des maisons qui est à la fois bonne pour le secteur du bâtiment et surtout bonne pour le porte-monnaie des gens qui payent trop cher leurs factures d'énergie parce qu'ils vivent dans des passoires énergétiques. Aujourd'hui, on a besoin de quoi ? On a besoin d'une mobilisation générale de la nation par rapport au climat et aussi parce que ceux qui subissent le plus l'énergie chère, le réchauffement climatique dans toutes ses conséquences, ce sont les personnes les plus modestes. Juste pour finir sur le nucléaire, il a quand même annoncé 14 réacteurs qui allaient fermer dans les années à venir. Non, mais, il acte la fermeture. Des... Vous n'y croyez pas, vous ? Non, mais excusez-moi, il parle de ce que feront les gouvernements futurs. Son gouvernement à lui, il va faire ce que le précédent va fermer Fessenheim, ce que le gouvernement précédent n'a pas fait. Exactement. Il va faire ce que le précédent gouvernement avait annoncé, et lui, c'est-à-dire entre maintenant et 2022, il ne fera rien. Hier, les Gilets jaunes ont appelé une nouvelle manifestation après leur entrevue avec François de Rugy. Est-ce qu'ils ont raison ? Moi, je l'ai dit, je considère que le centre de gravité de ce mouvement, en fait, 10% des plus riches, à l'échelle mondiale, mais ça vaut aussi en France, 10% des plus riches émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. 1% des plus riches ont un bilan carbone 175 fois plus important que, par exemple, le citoyen des Deux-Sèvres qui prend sa voiture pour aller au travail et pour faire toute une série de choses parce qu'il n'a pas d'autre solution. Donc dans cette façon, si vous voulez, de dire l'écologie, c'est un truc de bobo, moi, je trouve ça insultant. Parce que la réalité, c'est que l'aggravation de la situation mondiale sur les prix du pétrole, qui est une tendance de fond, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, c'est que le début de ce qu'on est en train de vivre, eh bien, ce sont les plus modestes qui en font les frais. Ce sera un enjeu, la situation écologique des prochaines européennes. Selon moi, en fait, nous avons besoin, dans le paysage politique en France, à l'image un peu de ce qui se passe en Allemagne avec les Grünen, d'une dynamique politique nouvelle pour l'écologie autour de propositions et d'une alternative sérieuse et crédible. On a besoin en France d'une force à la fois nouvelle et radicale dans ses propositions, mais qui assume l'exercice du pouvoir et l'exercice des responsabilités. Sinon, l'écologie est condamnée à être une force agissante, si vous voulez, mais marginale.
Jeudi, nous recevions la ministre des Transports, Elisabeth Borne, interrogée sur la mobilisation des Gilets jaunes et son regain de popularité. Cette dernière a dit comprendre le soutien des Français à ce mouvement et a estimé qu'il n'y avait pas de problème, Édouard Philippe, dans la gestion de cette crise. Écoutez, je pense que ce soutien, moi je le comprends. Vous savez, ça fait des mois que je dis aussi qu'on a oublié une partie du territoire, avec notamment une politique du tout TGV qui a laissé de côté une bonne partie de nos territoires. Donc je pense que ce soutien des Français, il exprime aussi cette compréhension, qui est aussi la mienne, vis-à-vis de nos concitoyens qui se sentent abandonnés, insuffisamment pris en considération. Là, je parlais du gouvernement qui aurait perdu cette bataille de l'opinion, au fond. Enfin, je pense qu'on n'est pas dans une bataille d'opinion. On a des gens qui expriment du désarroi, de la colère. Il faut qu'on les entende. Vous avez vu qu'ils pourront être reçus demain par Édouard Philippe et François de Rugy. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des interlocuteurs le plus représentatifs possible et qu'on puisse, avec eux, mais aussi beaucoup plus largement, c'est ce qu'a annoncé le président de la République, construire collectivement des solutions et les construire aussi avec les territoires, avec ces territoires justement qui ont été trop longtemps oubliés. Elisabeth Borne, vous parliez à l'instant du Premier ministre qui reçoit les Gilets jaunes demain. Hors micro, au sein de l'exécutif, on a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour pointer un certain nombre de critiques contre Édouard Philippe, jugé trop techno, trop absent dans cette crise. Est-ce qu'il n'est pas trop droit dans ses bottes ? Je pense qu'il montre que demain, il sera à l'écoute des Gilets jaunes. Il y a aussi quand même une difficulté à avoir des interlocuteurs. Ils ont commencé à se structurer, c'est récent. Et donc ça va nous permettre d'engager une discussion avec eux, je le dis avec eux, et aussi avec les forces vives, avec les élus, avec les entreprises, avec les syndicats, les associations. Il n'y a pas de problème, dans des Édouard débats. Philippe, pour vous ? On est dans une période où le mouvement évolue, avec, je vous dis, des Gilets jaunes qui vont avoir des représentants. On va espérer qu'ils soient le plus représentatifs, qui portent bien les inquiétudes, le désarroi de ces Français qui s'expriment aujourd'hui, et il faut que le dialogue puisse s'engager. À propos des dommages collatéraux concernant le mouvement des Gilets jaunes, on observe une épidémie de radars automatiques vandalisés, brûlés, bâchés. Combien est-ce qu'il y a eu de radars détériorés depuis le début du mouvement et quelles sont les conséquences ? Enfin, je ne peux pas vous donner de chiffres ce matin. En gros, à la louche. Oui, non, mais... Pourquoi vous ne pouvez pas d'ailleurs ? Les observateurs, les journalistes disent 600. Pourquoi le gouvernement ne veut pas le confirmer ? Enfin, moi, je n'ai pas les chiffres personnellement sur les radars. Je pense que les radars, ils ont un objectif qui est le contrôle de vitesse. Le contrôle de vitesse, il a un objectif qui est de protéger des vies. Donc, je pense qu'il faut aussi que chacun revienne quand même au sens de ces contrôles qu'on fait sur le bord des routes. Ce n'est pas pour embêter les Français, c'est pour s'assurer qu'on roule en sécurité, qu'on ne se met pas en danger et qu'on ne met pas en danger les autres. Et vous comprenez aussi que pour une partie des automobilistes, c'est perçu comme un moyen supplémentaire de les taxer ? Je pense qu'on a été très clair sur le sujet, et notamment, puisque je pense qu'aussi c'est un des sujets que doivent pointer ceux qui peuvent détruire ces radars, sur le fait que les amendes qui pourraient être collectées, notamment avec le 80 km/h, c'est pas pour alimenter les caisses de l'État, c'est pour des actions de prévention routière, d'accompagnement. Donc là aussi, peut-être, il faut de la pédagogie. Faire en sorte que 9% des déplacements se fassent à vélo d'ici 2024, c'est bien, mais ça suppose, d'après le plan, la création de sas vélo au feu, la multiplication des contresens cyclistes. Est-ce que 350 millions d'euros sur 7 ans pour les collectivités, c'est suffisant au regard des ambitions que vous présentez ? C'est un plan global. Il y a un fonds de 350 millions d'euros qui vise à accompagner. Ça n'est pas le seul. On a également par an 100 millions sur la dotation de soutien à l'investissement local qui peut être mobilisé pour accompagner les collectivités qui veulent faire des itinéraires cyclables. Il y a un autre aspect dans le plan vélo, c'est l'immatriculation des vélos. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il n'y a pas d'immatriculation des vélos. Je peux entendre des bad buzz, si je peux dire, sur l'idée qu'il y aurait une carte grise. C'est l'occasion de clarifier la position du gouvernement. Je vais clarifier le sujet. Il n'y a pas d'immatriculation des vélos. C'est une mesure qui a été proposée par les associations vélos. C'est du marquage. Moi, je fais confiance aux gens qui portent qui sont des soutiens au vélo depuis des années, qui nous ont proposé cette mesure. C'est un marquage vélo qui se fait gratuitement par les professionnels et il s'agit de lutter contre quelque chose qui est un fléau pour les cyclistes, qui est le vol des vélos et éviter le recel des vélos. Donc ça n'est pas une carte grise, ça n'est pas effectivement une façon de faire payer les cyclistes, c'est
d'éviter ce fléau qui freine la diffusion du vélo avec un marquage vélo. Vendredi, c'est Ségolène Royal qui était notre invitée. L'ambassadrice des pôles s'est exprimée sur la possibilité d'un moratoire sur la hausse des taxes et sur le prix des carburants, indiquant que celui-ci était nécessaire si les mesures prises étaient injustes et abusives. On l'écoute. Je pense que la situation est grave, hein. Tout le monde le voit. Je crois qu'il n'y a aucun problème à retirer une réforme qui est mauvaise. Et là, on a le sentiment que le gouvernement ne veut pas reculer, pensant que s'il recule, il va être plus critiqué que s'il persiste. Moi, je crois que la politique, c'est être capable d'écouter les conséquences de ses actes. Et c'est pas grave si des décisions paraissent dans un second temps mal adaptées, mal comprises, inefficaces et injustes, et qu'il vaut mieux le réaliser le plus vite possible plutôt que d'attendre la révolte telle que celle à laquelle on assiste. Madame Royal, vous êtes consciente que s'il y a un moratoire, ce sera la fin de la taxe carbone que vous aviez fait inscrire dans la loi quand vous étiez au gouvernement? Oui, au contraire. C'est la fin de la taxe carbone si elle est abusive et si elle est injuste et si elle est insupportable. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus malin de dire, voilà, on va prendre 1 centime sur les billets d'avion, 1 centime sur le fioul lourd et faire contribuer ceux qui aujourd'hui ne contribuent pas, puisque les automobilistes contribuent déjà par plus 1 centime et moins 1 centime sur l'essence, je le répète, à cette stratégie bas carbone. Et enfin, la stratégie bas carbone, c'est surtout les économies d'énergie et la réinjection dans l'économie du rendement d'une taxe carbone. Est-ce qu'on a la réinjection dans l'économie, par exemple dans les travaux d'économie d'énergie, de cette taxe carbone? Non, parce que dans le même temps, le gouvernement, et ça ce qui est aberrant, a supprimé ou rabaissé le crédit d'impôt de transition énergétique qui permettait aux Français... pas seulement sur les fenêtres, il l'a même supprimé sur les changements de chaudières performantes. C'est-à-dire qu'il a privé les Français de moyens financiers pour faire les économies d'énergie et il a privé les territoires. Parce que dans une émission sur les territoires, il a supprimé les territoires énergie positive qui permettaient aux communes de faire des travaux d'isolation, notamment sur les bâtiments publics pour baisser la facture énergétique. Où est la cohérence? Le meilleur conseil que je peux donner au gouvernement et aux parlementaires, puisque le Sénat a eu le bon sens de voter le moratoire à la fin des taxes qui doivent se renouveler au mois de janvier, je précise. Donc le Sénat a pris une décision sage. Mon vœu le plus cher pour ramener l'harmonie, la sérénité dans notre pays et pour que les décisions politiques cessent d'être facteurs de désordre et risques pour les forces publiques, parce que maintenant on a un vrai risque sur les policiers qui tirent également la sonnette d'alarme, que l'Assemblée nationale, qui je crois doit voter le 17 décembre sur le texte du Sénat, que les parlementaires, la République en marche de la majorité, prennent leur liberté, prennent leurs responsabilités. Ils sont au contact des territoires et il faut qu'ils suivent le vote du Sénat. Vous avez importé d'une certaine manière la démocratie participative, on s'en rappelle à l'époque de votre présidentielle, celle de 2007. Or, c'est Emmanuel Macron qui la met en place. Vous dites bravo ou pas au président de la République? Oui, bien sûr, mais c'est un peu tard. Il dit à juste titre que la méthode a été mauvaise puisqu'il n'a pas écouté, il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu de débat, il n'y a même pas eu un débat dans sa propre majorité au Parlement. Il faut arrêter avec cette centralisation extrême du pouvoir. La loi mobilité qui va être présentée cette semaine vise à en finir avec le tout TGV. Vous dites bravo. Tout le monde de réclamer un TGV. Je pense au détriment des petites lignes. Mais c'est parfaitement compatible. Moi, j'ai rouvert des petites lignes secondaires en Poitou-Charentes. Ça n'était jamais ça n'avait jamais arrivé depuis 50 ans. Donc, c'est parfaitement compatible de mettre en place les TGV et de mettre en place des petites lignes. C'est pas incompatible. En tout cas, la priorité, elle n'est pas là. La priorité, elle est sur le fret ferroviaire. Si on veut moins de camions sur les routes, moins d'accidents, moins de pollution, il faut absolument développer le fret ferroviaire qui, malheureusement, a été privatisé. Ça, c'est une vraie politique à mettre en place, savoir comment est-ce qu'on relance les transports par rail de marchandises. Serez-vous candidate aux élections européennes? Tout le monde attend votre position là-dessus, Ségolène Royal. Écoutez, je vous remercie de me solliciter. J'ai entendu un certain nombre de sollicitations.
Nous réfléchissons collectivement, on verra. Il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Mais je verrai au mois de janvier, en tout cas pas avant. Et en tout cas, il y a des conditions qui sont posées pour qu'éventuellement j'accepte d'être porte-parole ou de mouvements qui voudraient effectivement faire une offre politique attractive. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça favorise qui ? Qui n'a même pas besoin de parler ? C'est le Front National. Parce que le vote protestataire par rapport à ce qui... Donc il faut là aussi que le président de la République et que le gouvernement soient conscients de ce qu'ils sont en train de préparer comme résultat aux élections européennes et comme chaos au Parlement européen. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.